Bonjour, aujourd'hui l'objet de ma vidéo sera la poubelle des Halles réalisée par Armand en 1961. Je vais tenter de vous démontrer tout au long de cet exposé l'intérêt autour de cette accumulation de détritus, puisqu'il s'agit de ça objectivement. Avant toute chose, il est nécessaire de parler de l'artiste, Armand, et du contexte socio-artistique autour de lui. Il faut savoir qu'Armand est son pseudonyme. En réalité, l'artiste s'appelait Armand Fernandez, Armand avec un D, et il a été actif durant toute la seconde moitié du XXe siècle. Il est originaire de Nice, et c'est dans sa ville natale qu'il va suivre sa première formation artistique avant de poursuivre ses études à Paris, à l'école du Louvre. À la veille des années 1950, il évolue dans les mêmes sphères artistiques qu'Yves Klein et que Pierre Restany. C'est ce dernier d'ailleurs qui théorisera le nouveau réalisme, mouvement dont fera partie Armand, mais aussi César, Klein et d'autres. Plus tard, il s'installera à New York dans les années 60 et obtiendra même sa nationalité américaine en 1973. Armand meurt à New York en 2005. Après vous avoir brièvement parlé de l'artiste, je souhaiterais maintenant vous parler du mouvement auquel Armand appartient, à savoir le nouveau réalisme. Pierre Restany, la quatrième personne en partant de la gauche que l'on voit de dos sur cette photo, est le théoricien du mouvement qui est officiellement formé le 27 octobre 1960 par plusieurs artistes dont Armand, François Dufresne, Raymond Haynes, Yves Klein, Marcel Reis, Daniel Spoerry, Jean Tinguely et Jacques Villeglay. Sur cette déclaration, on peut lire, je cite, « Nouveau réalisme, nouvelles approches perceptives du réel ». Il y a une difficulté à définir le mouvement d'un point de vue stylistique, car chaque membre qui le compose a une approche artistique tout à fait personnelle. Cependant, tous semblent guidés par une volonté de critiquer la société de masse dont ils sont les témoins de l'expansion considérable lors des années 60. En cela, on peut rapprocher le mouvement du pop art, qui lui aussi a largement puisé dans la société de masse sa principale source d'inspiration. Cependant, le pop art états-unien notamment est beaucoup moins critique dans son approche face à celle-ci. De nombreux liens sont à faire entre les deux mouvements qui naissent de façon concomitante à Paris et sur la côte est des États-Unis. On verra certains de ces liens plus tard dans cet exposé. Pour en revenir à Armand, le nouveau réalisme s'exprime par l'objet réel qui compose l'essence de ses recherches artistiques, comme nous le verrons plus tard. Ce qui est intéressant avec Armand, c'est qu'on peut compartimenter son œuvre en plusieurs catégories qu'il nomme lui-même. D'abord peintre, Armand réalisera ce qu'il appelle des cachets, consistant à utiliser des tampons encreurs pour en laisser l'empreinte sur une surface. Il faut aussi citer ses allures au milieu des années 50 qui sont quant à elles des empreintes d'objets divers. À la fin de cette décennie, il abandonne la peinture et fait de l'objet sa matière artistique principale. Ces accumulations voient le jour et sont la répétition d'un même objet assemblé pour former la composition. Il crée aussi ses poubelles, dont celle-ci, Poubelle des Halles de 1961, qui nous intéresse dans cet exposé, qu'on peut décrire comme étant la consignation dans une boîte d'objets qui ont été jetés. Viennent ensuite ses inclusions, qui sont une accumulation du même objet figé dans de la résine. On a aussi ses colères, qui vont être la création de compositions autour de l'objet préalablement détruit par l'artiste. Armand a aussi créé des portraits robots qui sont l'assemblage d'objets appartenant à une même personne. Ces coupes voient le jour à la même période et sont la recomposition d'un même objet préalablement découpé. Ici, Armand, par la recomposition des formes, s'inspire directement du cubisme. En 1964 apparaissent ces combustions où là, l'objet se retrouve carbonisé. La plupart de ces catégories resteront au cœur de sa production artistique tout au long de sa carrière. À partir des années 1980, ces productions se monumentalisent en occupant l'espace public, comme avec ce long-term parking qui est un assemblage de 59 voitures figées dans du béton. D'un point de vue du marché de l'art, certaines de ces poubelles se revendent entre 1 000 et 14 000 euros, tandis que ces combustions atteignent des prix beaucoup plus élevés, atteignant parfois près de 300 000 euros.
Cela nous renseigne sur l'intérêt moindre que suscitent ces poubelles sur le marché de l'art par rapport à d'autres de ses créations. La question à laquelle je tenterai de répondre tout au long de cet exposé sera la suivante. Comment, au travers de son œuvre Poubelle des Halles 1961, Armand expose-t-il plusieurs faits sociétaux propres à son époque? Je montrerai d'abord en quoi cette œuvre s'inscrit dans une démarche de récupération dans l'art. Ensuite, une deuxième partie sera l'occasion de mettre en parallèle cette œuvre d'Armand avec la société de consommation. Enfin, une troisième partie fera le lien entre la poubelle d'Armand et l'époque dans laquelle elle s'inscrit. Mais avant de développer mon propos, je vous propose de visionner une vidéo d'archives d'un peu moins de 2 minutes que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur le site de l'INA, vidéo qui s'intéresse à la démarche artistique d'Armand lors de l'élaboration de sa poubelle. J'ai mis en évidence certaines phrases clés qui nous permettent de mieux saisir les enjeux autour de cette œuvre. Ne prenez pas cet homme pour un clochard, c'est un artiste connu. Armand a exposé ses poubelles dans tous les centres artistiques européens, Milan, Bâle, Düsseldorf et plusieurs fois à Paris. Il est l'architecte des ordures, le sculpteur de la poubelle. Il vend ses œuvres aux environs d'500 000 d'anciens francs. Chaque matin, Armand part en promenade à travers les halles. Il choisit, selon son inspiration, des vieux papiers, de la paille, des emballages, des flacons, des boîtes de conserve, des détritus. Son atelier, c'est la rue. Quand sa moisson est suffisante, il la met sous verre et réalise une composition qui va figurer sur les murs des grands collectionneurs. Armand, on a dit de vous que vous exprimiez avec tout ce qui vous passait par la main. Comment en êtes-vous arrivé à cette attitude limite? Par un chemin traditionnel. J'ai d'abord été un bon peintre tel qu'on l'enseigne dans les écoles d'art décoratif ou de beaux-arts. Et je suis arrivé actuellement à considérer que les moyens traditionnels, pour moi, sont sclérosés. C'est tellement vrai que vous vous exprimez d'ailleurs avec des objets très naturels et tout à fait hétéroclites. Oui, tels que des objets fabriqués, tels que des ordures, des déchets ou des objets fabriqués en série. Ils représentent pour moi un fait sociologique, un fait réel, et c'est pour ça que je les appréhende comme tels. Vous pensez donc que ces objets sont expressifs en eux-mêmes? Oui, ils ont été fabriqués, ils ont été utilisés, ils ont été mis au rebut et comportent pour cela une tranche de vie. Et comme étant témoin de mon temps, comme n'importe quel artiste, je suis soucieux de présenter cette tranche de vie, justement. En somme, ce que vous cherchez dans ces objets, c'est l'homme. C'est l'homme et l'époque. J'ai trouvé cette vidéo intéressante sur plusieurs points. Tout d'abord, elle nous renseigne sur la réception de l'œuvre de l'artiste au moment de sa création. Les rires et le ton assez sarcastique du journaliste qui l'interviewe nous laissent supposer qu'Armand n'était pas pris au sérieux à son époque par l'opinion publique. Ensuite, la vidéo en elle-même fait état de la cote de l'artiste dans les années 60. Il nous parle de 500 000 anciens francs, représentant à peu près 8 800 € actuels, ce qui est une somme non négligeable, permettant de dire que Armand vivait de son art dès les années 60. On sait aussi, grâce à cette vidéo, qu'Armand expose à Milan, Bâle, Düsseldorf, Paris, de grands centres artistiques européens. L'exposition dont il bénéficie alors nous démontre une renommée à échelle internationale, très tôt, ou du moins européenne, très tôt dans sa carrière. Donc d'un côté, on se moque de lui, mais malgré tout, il est connu et vit de son art. Voici donc l'objet qui nous intéresse ici, la poubelle des Halles de 1961. Armand a récupéré des détritus dans le quartier des Halles à Paris qu'il a disposés dans une boîte parallélépipédique en verre. Dans cette partie, je souhaite mettre l'accent sur le côté récupération dans sa démarche artistique. Il faut savoir qu'Armand a été influencé par l'œuvre de Schwitters et celle de Duchamp dans leur approche d'appropriation de l'objet pour en faire une œuvre d'art à part entière. Schwitters travaillait à partir de détritus et Duchamp à partir d'éléments de récupération. Les fameux ready-made de Duchamp ont été un tournant dans l'histoire de l'art au début du XXe siècle.
De plus, dès l'enfance, Armand a une appétence pour le fait de collectionner divers objets et il nourrira cette vocation collectionniste par le prisme de son art. Initialement, il faut savoir que la démarche d'Armand est assez opportuniste, en ce sens qu'il récupère car il n'a pas les moyens de faire autrement, mais même lorsqu'il commence à vivre de son art, il n'abandonne pas pour autant la récupération qui devient vraiment le cœur de sa démarche artistique. La récupération est un formidable moyen de nous questionner sur notre surconsommation. De plus, il y a une éco-responsabilité, consciente ou non, on ne le sait pas, dans cette démarche, bien que ce terme soit sans doute anachronique pour l'époque. En effet, comme toute activité humaine, l'art produit une empreinte carbone non négligeable et en réemployant des objets qui ont eu déjà une vie, Armand génère moins de pollution. Ceci dit, cela ne s'applique pas à toutes ses œuvres puisqu'en employant du béton en grande quantité dans certaines de ses œuvres monumentales, je pense notamment à Long Term Parking, on peut se poser la question de son réel engagement écologique puisque le béton est l'un des matériaux les moins écologiques à produire. D'autres artistes suivront dans cette démarche écologiste qui dénonce cette société de consommation, à l'instar de Tim Noble et de Sue Webster. Si l'on replace cette œuvre dans son contexte historique des Trente Glorieuses, on est en plein boom de la société de consommation. La publicité devient omniprésente, les habitudes alimentaires changent sous l'influence de l'industrialisation de masse, le plastique commence à apparaître. On peut s'amuser à identifier certains emballages qui composent l'œuvre et qui attestent de cette industrialisation caractéristique de l'époque. On retrouve notamment la lessive Bonux, les pastilles Rény, les potages Magie. En employant dans son œuvre des éléments appartenant à la culture visuelle de l'époque et donc reconnaissables très facilement par la majorité des Français de l'époque, on peut tenter de faire l'analogie entre cette poubelle des Halles et l'approche artistique du pop art, qui a justement développé toute son iconographie autour de l'imagerie populaire. Très tôt, la démarche artistique d'Armand se veut militante en dénonçant cette société de consommation qui prend de plus en plus d'ampleur. Il souhaite nous faire prendre conscience, au travers de ses œuvres, et Poubelle des Halles en est un bon exemple, du cycle de production, consommation, destruction qui semble infini dans le cadre de cette nouvelle ère de l'humanité. À ce titre, il accepte volontiers qu'on le surnomme le Léonard de Vinci de la société de consommation. Il dira d'ailleurs, je cite, que « la plus grosse production de notre civilisation, c'est de faire des ordures ». Et en ce sens, on peut voir dans cette poubelle des Halles une sorte de miroir qui nous met face à notre propre consommation, voire à une certaine surconsommation. Dans cette dernière partie, je veux vous montrer en quoi cette poubelle est représentative d'une époque. En figeant des détritus dans une boîte en verre, Armand fixe des éléments caractéristiques d'une époque et cela m'a fait penser à une œuvre de Warhol, alors certes un peu moins connue que ses célèbres sérigraphies, mais néanmoins très intéressante. Je veux parler de ses time capsules. Il en a fait un peu plus de 600 durant la dernière décennie de sa vie. J'aimerais rajouter une petite parenthèse concernant le lien qui unit ces deux artistes, puisqu'il a existé. Warhol, porte-étendard du pop art états-unien, connaissait bien les œuvres d'Armand. Il a même acquis 2 de ses poubelles et il appréciait l'aspect d'accumulation dans le travail d'Armand. Armand apparaît même dans un de ses films de 1964 intitulé Dinner Art Diaries. Preuve ultime du lien entre les deux artistes, Warhol lui a consacré plusieurs de ses portraits, dont un qui illustrait mon introduction sur la biographie d'Armand, et d'autres portraits sérigraphiés. Pour en revenir à ces capsules temporelles de Warhol, elles consistaient à rassembler des éléments divers d'une période bien précise. Cela passait par de la correspondance, des coupures de journaux, des photographies, divers tickets, divers objets, et les enfermer dans une boîte pour un temps donné. Cette œuvre de Warhol, tout comme la poubelle d'Armand, permet d'avoir une trace très précise d'une période donnée. On peut se poser la question de l'impact qu'a eu l'œuvre d'Armand dans la démarche artistique de Warhol, justement concernant ces time capsules, puisqu'on retrouve cette appétence pour l'accumulation d'objets divers dans les deux œuvres des deux artistes.
des objets qui sont de formidables témoins de leur temps. D'ailleurs, on sait qu'Armand était passionné d'ethnologie et à ce titre, il a dit que son œuvre avait une portée historique et sociale. En immortalisant ce contenu, on a une vision assez claire de certains usages des années 60. On retrouve beaucoup de papier, peu de plastique, peu d'images, peu de produits issus de l'industrie, des emballages en papier, des notes manuscrites, un billet pour une pièce de théâtre. Je ne vous apprends rien en vous disant que la société a bien évolué depuis et on pourrait se demander qu'est-ce qu'on trouverait dans une poubelle des Halles en 2023. Sans doute beaucoup plus de plastique, des bouteilles en plastique notamment, des masques, beaucoup plus d'images et de publicité, puisque nous sommes nous-mêmes dans une société de l'image. On trouverait sans doute aussi beaucoup moins de notes manuscrites, puisque tout est aujourd'hui dématérialisé, présent sur nos appareils informatiques. Il pourrait aussi y avoir dans cette poubelle des marques d'appareils électroniques et des marques de technologie actuelles. Les visuels seraient aussi bien différents concernant les emballages par rapport à ceux des années 60. D'ailleurs, les marques Maggi, Bonux et Rény, qu'on a évoquées plus en amont, existent toujours à l'heure actuelle et leur emballage a évolué par rapport à ceux présents dans la poubelle d'Armand. En conclusion, on peut réellement parler d'œuvres militantes concernant Poubelle des Halles d'Armand par son aspect sociologique et écologiste. L'œuvre met le spectateur face à des enjeux sociétaux de consommation et de surconsommation qui trouvent malheureusement encore aujourd'hui un écho. On peut aussi dire qu'Armand a été précurseur en ce qui concerne ces questionnements, puisqu'à l'époque, ces sujets étaient plutôt marginaux, alors qu'aujourd'hui, ils rythment nos actualités. Concernant ma bibliographie, mon travail s'est appuyé sur certains sites internet, notamment celui du Centre Pompidou, consacré à l'œuvre en question, Poubelle des Halles de 1961. Ça a été une première approche intéressante pour la construction de mon travail de recherche. Dans le catalogue de l'exposition de Klein à Warhol qui a été organisée par le Centre Pompidou entre novembre 1997 et mars 1998, j'ai pu saisir le contexte artistique des années 60 et notamment le lien qu'il y a eu entre le nouveau réalisme français et le pop art états-unien. Ensuite, les différentes monographies sur Armand m'ont permis d'appréhender de façon concrète l'entièreté de son œuvre. Pour comprendre davantage la démarche artistique de l'artiste, certaines vidéos et interviews citées dans cette bibliographie m'ont grandement éclairé sur ce point. J'espère que mon exposé sur cette œuvre d'Armand vous a plu et je vous remercie pour votre écoute.